à tous, merci d'être toujours fidèles au rendez-vous de Mondésart, à Mondésart qui ce jeudi, à quelques jours du congé Toussaint, a décidé de se draper de noir, tout comme l'iris bruxellois d'habitude jaune et qui va se noircir le temps du festival Iris Noir, justement un salon littéraire qui va se tenir à l'Académie des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, c'est long, rue du Cal, ce week-end, rencontres, dédicaces, il y a des tables rondes aussi je crois avec plus de 40 auteurs et je devrais dire s'il vous plaît autrices également, car elles sont de plus en plus nombreuses à s'emparer de ce genre littéraire et ça n'est pas étonnant quand on sait que le polar descend en droite ligne des romans gothiques à sensation anglais du 19e siècle qui étaient essentiellement écrits par des femmes, on l'a peut-être un peu oublié. C'est une bonne nouvelle donc qui nous livre des romans souvent psychologiquement plus riches et plus complexes mais qui s'accompagnent aussi, on va le voir, d'un léger bémol selon plusieurs études françaises, 70%, 70% du lectorat du polar au féminin serait constitué de femmes. Allez, on discute de tout ça avec nos invités féminines. Sophie Loubière, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous avoir, Sophie. 11 romans quand même à votre actif. Moi, je me souviens de L'Enfant au caillou, 5 cartes à brûler et le petit dernier. Il vient de sortir, celui-là encore tout chaud. Oui, de cendres et de larmes, spécial pour la Toussaint, puisque ça se passe dans un cimetière. Donc... Oula, donc ça tombe bien. Barbara Abel est en face de vous. Bonsoir Barbara. Bonsoir. Pas mal de romans aussi au compteur, vous, non ? Oui, 13, le 14e arrive. D'accord. On se souvient de Derrière la haine, Je ne sais pas, Et les vivants autour. J'en passais des meilleurs. Clarence Spitz, bonsoir Clarence. Bonsoir. Merci d'être là également. Vous avez trois romans, c'est ça ? 3 romans maintenant. 3 romans, j'en ai 2 ici. Le tout dernier, Le voici, Meurt mon ange. Vous aurez l'occasion de revoir les couvertures pendant l'émission. Ineffaçable également. Et puis en face de vous, Marie-Pierre Jadin, bonsoir. Bonsoir. Marie-Pierre, merci d'être là. Vous êtes lauréate du prix Fintro Écriture Noire 2019. 2020. D'accord. C'était choisi en 2019. Bon, il faudra que du côté du prix Fintro, il s'arrange un petit peu. Mais enfin, d'accord. C'était 2020 pour Brasier. C'est bien ça. Merci d'être là. Et je signale qu'il y a un premier roman, premier prix. Donc, bravo. Je vous propose une petite mise en bouche, petit apéritif avec la bande-annonce de Duel. Vous vous souvenez ? Oui, Barbara. je me souviens bien. Réalisé par Olivier Massé-Depasse, un homme tout de même dans cette histoire, d'après le roman Derrière la haine. Et les protagonistes étaient 2 femmes. Regardez. Alice, qu'est-ce qui se passe? Maxime a eu un grave accident hier. C'était un accident. Tu n'aurais jamais dû le quitter tes yeux. Elle me fait peur, cette femme. Elle va se venger sur Théo. Je ne veux plus que tu utilises ce passage, d'accord? Là, c'est pas elle qui me fait peur. Tu me crois pas? Elle te manipule et tu le vois pas. Je devrais te faire enfermer. Tu perds complètement le sens de la réalité. J'ai perdu pied. Voilà, alors on ne sait jamais la fin, c'est le principe des polars, on ne peut pas dévoiler. Puis c'est un film, et il faut rappeler qu'au départ c'est un bouquin, ça s'appelle Derrière la haine. 2 femmes, est-ce qu'on a tendance à écrire plutôt des héroïnes dans ces livres quand on est une autrice de polar? Barbara Abel. Ouais, c'est vrai que moi je mets beaucoup, je ne mets que des héroïnes, d'abord parce que j'ai besoin de m'identifier au personnage principal. Et que, même s'il est terrifiant. Voilà. Et en plus, c'est d'autant plus intéressant de donner de la noirceur à une femme, justement pour casser cette image de victime perpétuelle. Donc c'est vrai que ça m'intéresse doublement. Mais je pense que le polar en général et le thriller psychologique en particulier, qui est le genre littéraire dans lequel j'écris, un des maîtres mots pour que ça marche, c'est l'identification. Et que pour que le lecteur puisse s'identifier, j'ai besoin de pouvoir m'identifier. Sophie Loubière qui acquiesce, évidemment.
Oui, oui, oui. Je pense que notre force, hein, c'est de pouvoir bien nous projeter dans les personnages féminins et aussi de peut-être de les regarder avec plus d'exigence, avec plus d'objectivité. Plus qu'un homme? Un homme n'est pas capable de faire ça, vous croyez? C'est-à-dire que on va s'autoriser beaucoup plus de choses qu'un homme, notamment sur les personnages féminins négatifs. C'est qu'on va les puiser dans toute cette violence qu'il y a aussi en nous, toutes ces choses inconscientes qu'on porte en nous, tout cet aspect psychanalytique aussi, ce que nos mères, nos grands-mères ont investi sur nous et qu'on va faire porter à nos personnages. Il y aura peut-être une légitimité du fait que nous, on est des femmes et qu'évidemment, charger un personnage féminin va peut-être mieux passer que si un homme le fait. Ouais. Absolument. Même tendance, Clarence Pitts, non? Non, pas D'accord. vraiment. En fait, je travaille d'une toute autre façon. Déjà, je n'écris pas de thrillers psychologiques. Moi, ce sont des thrillers plus quand on dit ethnologiques. polar, c'est très vaste. Hein. Faut le dire. Et pour moi, le polar, les personnages dans le polar, qu'ils soient féminins ou masculins, je travaille de la même façon, avec la même implication émotionnelle. Chez moi, les hommes peuvent être des victimes, même des victimes de sévices sexuels. Donc, je travaille vraiment d'une toute autre manière que Sophie et Barbara. Mais sur le fait que, Marie-Pierre Jada, quand on est une femme, peut-être qu'on connaît effectivement plus... Enfin, on ne se met pas de limites quand on veut décrire un personnage féminin, ce qui explique Sophie Loubière. Oui, je pense que je suis assez d'accord avec ça. Après, moi, j'ai une espèce de double narration, en tout cas dans mon premier roman. Donc, j'ai un narrateur masculin et puis une narratrice féminine, et leurs voix alternent dans mon là, c'est bien, roman. ça s'arrange bien, vous faites l'équilibre des genres. Voilà. Et puis, dans le suivant que je suis en train d'écrire, c'est un peu ça aussi. Il y a une femme, il y a un homme. Après, l'homme, c'est le même parce que c'est l'inspecteur du premier roman qui revient dans C'est le le chef de la femme ou c'est la femme? Vous voyez ce que je veux dire? Pardon? C'est le chef de la femme ou comment ça se passe, la Non, hiérarchie? pas du tout. Parce que c'est souvent comme ça dans les séries. Hein. Oui, non, pas du tout. Il y a le narrateur principal, donc c'est un inspecteur de police, et la narratrice, c'est une des victimes, et donc victime entre guillemets. Oui, c'est ça. Et dans le deuxième, c'est un peu pareil, sauf que c'est quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec la police. Parce que c'est vrai que dans les romans polars plus policiers, on va dire, il y a souvent des duos de plus en plus en littérature, mais aussi dans les séries, etc. Et c'est souvent un homme et une femme d'ailleurs, Sophie Loubière. Oui, alors, ça. Encore une fois, là, on est en train de mélanger la forme et le fond. Oui, c'est-à-dire que là, les deux réponses étaient sur la forme ou le style. Mais je pense que Barbara et moi, on s'intéresse autant aux personnages masculins. Et effectivement, dans mes romans, j'ai des narrations, soit à la première personne, dans la peau d'un homme ou d'un enfant ou d'une grand-mère. Je veux dire, ou d'une grand-mère. Le travail du romancier ou d'une romancière, c'est de toucher à tous les personnages. Vous ne travaillez pas plus sur les femmes que sur les hommes, je veux dire. Mais non, évidemment non. Ouais. Je sais pas. Je pense qu'au contraire, ce qui m'intéresse le plus dans un roman, ce sont les personnages masculins. Parce que les personnages féminins, je les connais. Que ce soit ma mère, ma grand-mère, mes camarades de classe quand j'étais petite, ou les femmes avec lesquelles je travaille, je les connais, je les ressens. Les hommes, c'est différent. Je vais travailler sur les figures des hommes que je connais aussi, mon fils, mon mari, mes grands-pères, les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie. On mélange tout ça, mais disons que je n'ai pas... J'essaie d'investir leur peau avec ma féminité, avec ce que je perçois d'eux. Après, tout le travail de savoir quel point de vue on va prendre, est-ce qu'on va raconter l'histoire du personnage d'une mère de famille, un choix de forme, ou des enfants, voilà. Oui, c'est une mise en scène. Voilà, absolument. Ouais. Alors, le polar, c'est vrai, a longtemps été associé à un genre viril, en tout cas une idée d'une certaine virilité très codifiée. D'ailleurs, si on demande dans la rue aux gens de nous citer par exemple une autrice de polar, ils vont dire Agatha Christie, et certains vont peut-être dire Mary Higgins Clark, Patricia Cornwell. Enfin, c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. Peut-être Fred Vargas en France, un peu plus. Mais ça reste quand même un univers très masculin. Qu'est-ce que vous en pensez, Barbara Abel? Oui, mais c'est vrai que, au départ, alors ça change beaucoup, parce que là, il y a de plus en plus d'autrices qui arrivent et qui prennent une vraie place dans la littérature. Notamment dans le domaine francophone. Ouais. Beaucoup dans le domaine francophone. Ouais. Moi, quand j'ai commencé quand même il y a 20 ans, j'étais parmi... il y avait quand j'allais dans les salons de dédicaces, on était très très peu de femmes. Maintenant, c'est vraiment... je dis pas qu'on arrive à une parité, mais il y a vraiment beaucoup d'autrices qui s'imposent et qui sont reconnues comme vraiment d'excellents auteurs et dont les romans sont primés et ont une vraie vie, une très belle vie en librairie. Est-ce qu'il faut se battre, par exemple, dans le milieu de l'édition, quand on est une femme, pour se faire reconnaître, Clarence?
J'ai pas eu forcément à me battre, mais on sent que c'est quand même un frein. Alors moi, je le prends toujours avec beaucoup d'humour en disant qu'en plus, je suis belge et blonde et que ça n'arrange rien à l'histoire. mais oui, je pense. D'ailleurs, j'avais lu un jour que sur un nombre incalculable de manuscrits qui étaient déposés, même si les femmes finalement en proposaient plus aux éditeurs, on avait tendance à plus éditer des manuscrits masculins, parce que c'était plus vendeur. Parce qu'il y a un quota de lectrices... Donc, assez impressionnant par rapport au quota de lecteurs masculins. D'accord. Donc ça, c'est plus pour effectivement le monde de l'édition. Dans le monde médiatique aussi, est-ce qu'on vous invite facilement sur les plateaux télé, tout ça, Marie-Pierre Jadin? Pour une table ronde sur le polar au féminin, oui. C'est ça. En général, tout de même. C'est genré. Oui. C'est genré, oui. Marie-Pierre Jadin, un avis là-dessus? Honnêtement, je ne sais pas. Et au niveau de l'édition, quand vous avez remis votre manuscrit, ça a été compliqué? Non, c'est-à-dire que moi, comme c'était un prix, voilà, je savais qu'il allait être édité d'office. Après, je pense qu'effectivement, au niveau du monde de l'édition, c'est probablement plus vendeur, entre guillemets, d'éditer un homme qu'une femme, parce que il y a une question de public. Je ne sais pas si une femme écrivaine va être vraiment beaucoup lue par des hommes. C'est une question que je me pose. Certaines, sans doute, oui, qui ont pignon sur rue et qui... Enfin, voilà. Mais... Vous croyez qu'il y a une espèce de blocage, je pose la question à toutes, des lecteurs hommes par rapport à une femme qui... 80% des lecteurs sont des lectrices. Des femmes, c'est ce que je disais au début. C'est pour les 20% restants, quoi. Donc je ne sais pas si ça joue vraiment. Et en plus, pour rebondir sur le milieu d'édition, la majorité des éditeurs sont des éditrices aussi. Dans les staffs éditoriaux, c'est quand même une majorité de femmes qui travaillent là. Même dans les domaines du polar et du thriller? Oui, bien sûr. Surtout dans les... Ah oui, ça c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a un changement quand même. Alors, c'est que... Oui, effectivement, les éditrices dans le domaine du polar, les éditeurs sont devenus des femmes essentiellement. Et parce qu'elles sont comme nous, on a biberonné étant petite, on a lu Le Club des 5, donc Enid Blyton, on était aussi totalement imprégnés de ces histoires, de ces mystères. On a lu Agatha Christie, on a lu Arsène Lupin, enfin que c'est Sherlock Holmes. Et donc on a cette culture et nos éditrices sont de notre génération, elles aussi, ont été fascinées par le polar, le roman noir, mais aussi le cinéma qui a beaucoup amené des adaptations. Donc tout cela se mêle et fait qu'on a aujourd'hui des femmes, des éditrices remarquables, pour n'en citer qu'une, Nathalie Benat par exemple, en France. Et elles ont une culture et aussi une sensibilité qui nous permet évidemment à nous de pouvoir exister. Et puis certaines autres ont effectivement tendance à être plutôt attirées par l'écriture masculine, parce que éditer un homme qui est peut-être charmant, a quelques atours, quelques attraits, on retrouve finalement ce qui se passait il y a 20 ans, c'est-à-dire que des femmes étaient éditées par des hommes parce que les hommes leur trouvaient un autre intérêt que celui d'être romancière. Donc il y a aussi ce côté séduction qui fonctionne à l'inverse. Séduction et peut-être commerciale aussi, comme le disait Marie-Pierre Jadin, c'est peut-être plus vendable. Absolument, oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Clarence. Avec 80% de lectrices, à mon avis, oui. Un éditeur ne peut pas ne pas penser à ça. Voilà. Ouais. Est-ce qu'elles ont été longtemps invisibilisées, pour prendre un terme qu'on utilise beaucoup ces derniers temps, les femmes dans le monde du polar? Bonne question. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi c'est vrai qu'elles étaient là, mais qu'on n'en parlait pas. Oui. Ah oui, donc au niveau des médias. Oui. C'est possible. Bon, après moi j'ai eu la chance d'avoir toujours une belle visibilité au niveau de mes écrits, donc personnellement je peux pas me plaindre de ça. On va quand même rendre à César ce qui est à César. Donc Joker, je sais pas. Ça va plutôt être sur le plan des questions qui nous sont posées. Et ce qui me surprend souvent, c'est que les questions un peu, entre guillemets, sexistes me sont posées par des femmes. Il m'est arrivé assez souvent dans des interviews d'être en face d'une jeune femme qui me dit « Mais pourquoi écrivez-vous des polars et pas plutôt de la littérature blanche? Parce que quand on est une femme, pourquoi aller vers cet univers viril et masculin ?» Et alors, quand j'entends cette question, évidemment, ça m'agace prodigieusement. Puisque, pour moi, à l'origine, le polar, le mystery crime, a été inventé par une femme. Donc, on le sait peu, mais
Elle est née Rappelez-le peut-être. Ouais. Oui, elle s'appelle Anna Catherine Green. Son père était avocat. Elle est née en 1806 et elle va écrire un roman, 1846, elle va écrire un roman qui sera publié quand elle a 30 ans et qui s'appelle Crime sur la 5e rue et qui met en place en fait l'archétype du roman policier. Bien avant Sherlock Holmes, 10 ans avant lui. Elle a lu Gaboriau, elle a lu Edgar Allan Poe et elle a trouvé fascinant ces histoires de meurtre qui sont inspirées de faits réels. Et elle va travailler là-dessus, elle qui n'a écrit jusqu'à présent que des poèmes parce que c'est là où on attendait les femmes. C'est une Américaine qui n'est absolument pas féministe puisqu'elle sera contre le vote des femmes, mais elle va quand même écrire ses romans et une trentaine de romans qui vont inspirer plus tard Agatha Christie, qui vont inspirer P.D. James également. Elle invente le personnage récurrent de la vieille folle, enfin pas de la vieille folle, mais de la vieille fouineuse, voilà, qui va enquêter sur ses voisins. Elle a mis énormément de choses en place. Oui. Quand on lit la plupart des polars, des thrillers, où on parle de crimes, de meurtres, etc. Il y en a pas mal chez vous aussi. Les femmes sont souvent les victimes. Est-ce qu'on a tendance, justement, quand on est autrice, à peut-être pas mettre les femmes spécialement comme victimes, Marie-Pierre Jadin? Moi, c'est plutôt l'inverse, j'ai l'impression. Bah oui. En tout cas, j'aime bien montrer certaines faiblesses des hommes et certaines forces des femmes. C'est-à-dire, concrètement? Par exemple, mon inspecteur principal, j'hésite pas à le montrer un peu pépère, qui n'est pas très sûr de lui, c'est son premier job aussi, donc voilà, il se pose beaucoup de questions et puis il travaille un peu en binôme avec une femme qui est beaucoup plus rentre-dedans, qui n'hésite pas à même un peu le ridiculiser, enfin voilà. Donc ça m'a un peu amusée de jouer ce jeu-là. Ça s'est même fait un peu... Amusé ou vraiment c'est important pour vous et c'est peut-être même presque féministe? Je sais pas, j'allais dire ça c'est presque fait à mon insu. C'est après en relisant que je me suis dit ah bah oui, en fait ce type il est vraiment un peu timoré comme ça, ouais. et sa collègue elle y va quoi, elle a pas peur. Chez vous, c'est homme-femme Homme-femme, mais j'essaye vraiment de les travailler sur un même pied d'égalité et de sortir de cette espèce de cliché de l'homme prédateur et de la femme victime. Donc je tue des femmes, ça m'arrive, mais je crois que je tue plus d'hommes finalement. Et c'était inconscient, je pense aussi. Pardon ? C'était quelque chose d'inconscient aussi à l'écriture, mais je me suis rendu compte que la plupart de mes victimes étaient des victimes masculines. A contrario, tous mes flics sont des hommes, ce qui est quand même assez cliché. Je m'en suis rendu compte après coup aussi. Bon, ça, c'est en même temps la société. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à des grades de policiers supérieurs, mais pendant longtemps, elles étaient quand même cantonnées à la simple inspectrice. Oui, il y a aussi le fait que, moi, personnellement, dans le thriller psychologique, je dois quand même me référer à une certaine réalité. Il faut que mes histoires soient crédibles et soient ancrées dans la réalité quotidienne que nous vivons tous. Donc c'est vrai que, moi, j'ai pas ce problème-là, puisque aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes dans la police, donc je peux mettre en scène, bien que je mets pas trop en scène des policiers. Mais c'est intéressant, justement, ce sujet de la femme victime ou prédatrice. Oui. Parce que moi, justement, quand il y a eu toute l'affaire MeToo, j'avais eu une idée d'une histoire où la femme était une prédatrice par rapport à un crime sexuel. Et je me suis empêchée de le faire parce que je trouvais que c'était pas le bon moment. Que justement, il se passait quelque chose au niveau de la parole des femmes et surtout de la parole des victimes. Et que si je mettais en scène à ce moment-là, après l'idée, elle est là, je peux la mettre en scène plus tard, mais si je mettais en scène à ce moment-là une femme prédatrice qui, justement... je ne vais pas résumer cette idée-là, mais il y avait un conflit d'intérêts entre ce qui se passait dans l'actualité et l'idée de mon roman. Et j'ai remis la rédaction de ce roman à plus tard. Ouais, vous comprenez ça, cette réticence? On fait attention à ce qui se passe autour quand même. On se pose beaucoup de questions, évidemment, mais en tout cas, je ne cherche jamais à équilibrer mes romans. J'écris par rapport à une histoire qui m'intéresse, en général un fait réel. Par exemple, pour 5 cartes brûlées, je suis partie d'une scène très violente entre un homme et une femme dans une chambre d'hôtel. Donc, finalement, un rapport tarifé qui va tourner mal. Et ce personnage féminin est très fort parce que, justement, c'est un personnage qui va à l'encontre de tous les clichés qu'on peut imaginer dans les personnages féminins, dans les romans.
Et c'est peut-être une femme qui va dans le sens MeToo, mais qui explique sa rage et sa colère d'une façon qui est tout à fait sensée, qui est toutes ces violences psychologiques, toutes ces fêlures affectives, tous ces mensonges depuis l'enfance auxquels une femme doit faire face. Et souvent, c'est de cela que va naître la violence, qu'on se retrouve avec des femmes qui ont une tendance psychopathe ou que sais-je. Mais voilà, aujourd'hui... Les hommes qui nous écoutent peuvent se dire, les hommes aussi peuvent avoir une enfance difficile, etc., absolument, des traumatismes. Mais c'est en tout cas, c'est là-dessus. Absolument. Et c'est là-dessus que je travaille sur cette problématique qui fait que, de mon point de vue, que ce soit un prédateur ou une prédatrice, il n'y a jamais une seule victime dans une affaire, il y en a deux. Alors, il y a eu l'affaire MeToo, on vient d'en parler. La société évolue, on a parlé des policiers. Les auteurs, les autrices aussi évoluent. Est-ce que, par exemple, une autrice comme Virginie Despentes qui met en avant des femmes fortes, qui ont du caractère, qui décident, etc., est-ce que ça fait un petit peu bouger aussi votre façon d'envisager des personnages? Je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce qu'on sent un mouvement là-dedans? On sort un peu du polar, mais dans la littérature? Moi, ça m'a jamais trop inspiré, dans le sens où en fait c'est comme vient de dire Sophie, l'important c'est d'écrire une bonne histoire, et une bonne histoire passe par de bons personnages, donc de toute façon les personnages sont à soigner particulièrement. Alors oui, peut-être qu'inconsciemment des personnages médiatiques féminins forts jouent sur l'inconscient créatif, ça c'est tout à fait possible, mais il n'y a pas eu de réflexion réfléchie et sensée en se disant voilà, là je peux m'inspirer de tel personnage ou de tel artiste. Quand vous écrivez pour des hommes ou pour des femmes, ou vous n'y pensez pas du tout, vous en foutez complètement? Moi j'écris pour moi. Moi aussi. Oh, les égoïstes. Clarence? De nouveau, je n'y pense pas. Non. Je ne me dis absolument pas que je dois écrire pour un lectorat féminin, par exemple. Mes livres sont assez sombres, sont très durs quand même. Tout en sachant que c'est quand même un lectorat féminin qui va vous lire en prioritairement. Mais je n'y pense pas du tout. Je ne dis pas que je dois écrire pour un lectorat féminin ou masculin. Je suis de nouveau dans cette égalité totale. Je rêverais qu'il y ait un jour un plateau avec le thriller au masculin. Ça voudrait dire qu'on a gagné une bataille, une victoire. Mais non, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, et je pense par contre que les femmes peuvent être très très dures dans le thriller et aller extrêmement loin, contrairement à certaines idées reçues. Plus loin que les hommes? On en revient un petit peu à ce que disait Sophie tout à l'heure. Plus loin que certains hommes, oui, ça certainement. Après, est-ce que cette question que vous avez posée par rapport au public, est-ce que vous l'auriez posée à un homme? Est-ce que quelqu'un, David, vous a demandé, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ce sont des hommes ou des femmes qui vous regardent? On ne se pose pas cette question du genre. Non, on parle à l'universel, on parle à tous, à tout le monde, et surtout à ceux et celles qui sont capables d'embrasser nos idées ou d'être intéressés au sujet qu'on aborde. Je pense que on est en train de cliver de plus en plus les choses, et alors que la littérature s'ouvre au noir et au polar, les prix qui sont remis en ce moment vont essentiellement, en tout cas dans les sélections, à des romans de littérature générale qui traitent de faits policiers, de faits réels. Et donc, on est en train de maquiller le polar en littérature générale pour pouvoir élargir le public. Donc, je pense que nous, en tant que femmes, on va pouvoir trouver aussi notre place en littérature générale, peut-être sortir de cette ornière pour peut-être exprimer ce qu'on a à dire en dehors, des fameuses... mais qui l'a fait, quoi, ces fameuses whodunits. Il y a encore du chemin à faire, puisque vous parlez de prix, vous évoquiez tout à l'heure, avant l'émission, le prix 813, c'est ça? Moi, je ne connaissais pas, c'est un prix qui est remis en France? C'est un prix littéraire, enfin, c'est une association de passionnés de polar en France qui remet tous les ans des prix littéraires, donc bande dessinée, littérature recueil, littérature étrangère, et cette année, tous les prix ont été remis à des hommes, et j'ai trouvé ça très choquant, parce que je trouve que c'est pas représentatif de ce qu'est aujourd'hui le polar en France, puisque nous sommes de plus en plus de femmes à écrire, à être éditées, non pas à écrire, mais à être éditées, à exister dans le monde du polar. Et avec chacune une spécificité. Malheureusement, on reste encore sur un clivage, où des hommes, effectivement, ont du mal à nous lire, et des personnes d'une génération... Oui, et puis ce qui est assez symptomatique aussi, c'est que chaque fois qu'une femme gagne un prix, que ce soit en littérature ou au cinéma, on l'a vu pour la Palme d'Or à Cannes de cette année avec Titane, c'est qu'on se sent obligé de mentionner le fait que ce soit une femme. Une femme a remporté la Palme d'Or à Cannes. Quand il s'agit d'un homme, on ne se sent absolument pas obligé de le mentionner.
Le jour où on ne devra plus mentionner tout ça, on aura peut-être gagné quelque chose. De nouveau, on aura gagné une victoire. Ouais. Allez, c'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle le festival Iris Noir. Je ne sais pas qui sera présente. C'est ce week-end. Non, moi pas. Pas Marie-Pierre Chatin. Marie-Pierre, on lira en tout cas. J'aurais dû être là l'an dernier, mais ça n'a pas eu lieu. Alors, je rappelle votre livre, c'est Brasier, c'est aux éditions Caire, oui. édition. Clarence, Meurt mon ange ineffaçable. C'est la maison d'édition, c'est une très belle couverture. Phénix Noir. Phénix oui, Noir, ils font voilà. de très belles couvertures. Je remontre les couvertures où il y a des hommes, où il y a des femmes qui meurent. Voilà. On a bien compris. Sophie Loubière, on peut vous voir ce week-end? Oui, absolument. À Iris Noir, dédicace, etc. De cendres et de larmes, voilà le petit dernier. Et je suppose que les autres livres sont là. Il y a des sorties en poche également. Oui, là je ferai une lecture avec un peu Halloween, justement, de passage du livre dans le noir. D'accord, on ira voir tout ça. Barbara Abel, même chose, vous serez là également? Oui, bien sûr. Je suis la marraine en plus. Et vous êtes la marraine de cette édition. Donc je serai doublement là. Et je rappelle que ça se passe rue du Cal, à l'Académie, vous savez, le grand bâtiment là, des sciences, oui, la littérature. Oui, c'est une très belle salle. Ouais, c'est très très beau. Hein. Et très spacieuse, donc les conditions sanitaires seront tout à fait respectées. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir au salon ce week-end. Merci à toutes les quatre d'avoir participé à cette émission. On se retrouve, nous, pas jeudi prochain, puisque c'est la Toussaint, justement. On respire un petit peu, puis on se retrouvera dans 15 jours pour un autre Nom des Arts. Bonsoir.